Vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd'hui semble se diviser. Avez-vous l'impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement, le monde qui vous entoure? Dans cette nouvelle émission, vous allez embarquer dans l'univers de l'ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement. J'ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes. Le but du voyage ? Comprendre d'où viennent nos comportements d'aujourd'hui. Votre mode d'emploi, le connaissez-vous ? Le train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça. Vous. Alors les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si finalement, le monde était sous hypnose ? Bienvenue dans l'ingénierie sociale. 8e point. Se complaire dans la médiocrité. On a besoin d'une appartenance sociale. Pour comprendre la notion de norme, il faut comprendre qu'on a besoin d'appartenir à un groupe. Avez-vous entendu parler de la pyramide de Maslow ? Voici l'étage inférieur. Un individu, pour survivre, a besoin de boire, de manger et de dormir. Ce sont les besoins physiologiques primaires. Mais oui, la vie ne se réduit pas à ça. À l'étage supérieur, c'est le besoin de sécurité. Votre maison, par exemple. Votre toit, sur la tête. Ensuite, le besoin d'appartenance à un groupe. Le besoin d'avoir une estime de soi. Et pour finir, le besoin de réalisation de soi. En d'autres mots, votre étage supérieur, c'est votre besoin de sécurité, votre besoin d'appartenance à un groupe. Dommage, le masque met en distanciation. On fait d'un groupe une succession de personnes détachées les unes des autres. Tu ne mets pas de masque, alors tu seras banni du groupe. Le besoin d'avoir une estime de vous. Oui, je sais, c'est pas franchement compatible avec la culpabilisation qu'on vous fait subir depuis des mois. Et pour finir, le besoin de vous réaliser. Ce qui paraît plutôt compromis vu la crise économique actuelle, n'est-ce pas ? Rappelez-vous toujours de ceci. Une société prospère permet aux citoyens de réaliser tous ces étages. Une société prospère vous permet à vous de réaliser tous ces étages. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule avec Philippe Bobola. Bonjour Philippe. Bonjour Emma. C'est reparti pour un Bonjour tour. à nos auditeurs. Bah oui, alors maintenant on est une grande famille qui grandit d'épisode en épisode. On a aussi des personnes, Philippe, qui nous écrivent pour nous dire bon, bah alors c'est quand que la prochaine arrive ? On attend. Hein. Il y a des personnes qui mangent devant nos émissions, Philippe. Alors, oui. Bon appétit. Bon appétit hein. pour ceux qui mangent, bon apéritif pour ceux qui prennent l'apéro. Surtout qu'avant qu'on commence à enregistrer avec Philippe, on parlait de la philosophie Barbock. Alors ça, c'était très... c'est la première fois que je l'entends, on a bien rigolé. On va peut-être en parler en Oui. 2 mots. Parce qu'aujourd'hui, Philippe nous a préparé un programme vraiment excellent. Alors, le titre de la 8e capsule, comme vous l'avez vu dans le début de l'introduction de cette vidéo, c'est se complaire dans la médiocrité ou encourager en tout cas les gens à se complaire dans cette médiocrité. On va évidemment définir plus ou moins ce qu'est la médiocrité, même s'il n'y a pas besoin de s'attarder. Je pense que tout le monde a quand même une vague idée. Et puis, Philippe a préparé quelque chose que je trouve vraiment super intéressant, c'est la classification des raisonnements. Et là, je pense que vous allez vraiment reconnaître des personnes de votre entourage, vous-même d'ailleurs, voir dans quelle classification vous vous situez, les amis. Et c'est parti. En tout cas, la pyramide de Maslow aussi, c'est ce que je disais à Philippe tout à l'heure avant d'enregistrer. Eh bien, j'ai pas le souvenir à l'école qu'on m'ait parlé de ça. Et c'est ça qui est bien dommage, c'est qu'à moins de choisir une filière sur la psychologie ou tout ce qui a trait, on va dire, à ça, on ne nous apprend pas ça à l'école, alors que ça fait partie de notre mode d'emploi, Philippe. Oui, c'est incontournable, quelle que soit la profession ou les études qu'on ait pu faire.
ou exercer, on a besoin de comprendre comment fonctionne un être humain. Et c'est ça aussi l'ingénierie sociale. Le 10e point, c'est connaître le cerveau des citoyens mieux qu'eux-mêmes. Donc, on s'est bien gardé de nous donner des éléments de compréhension de nos comportements individuels et collectifs. Et effectivement, ceux qui font de la psychologie, on leur donne un petit peu d'éléments, mais il n'y a pas tout non plus. Donc, moi, j'ai dû regarder en neurosciences, en psychologie, en anthropologie, pour essayer de comprendre un individu dans une société au début du XXIe siècle. Alors, par où on commence aujourd'hui, Philippe? On commence par où aujourd'hui? Je voudrais dire 2 mots, puisqu'on a parlé de la pyramide des besoins de Maslow. C'est que nos auditeurs s'en rappelleront ou ils regarderont l'émission correspondante. Il y a un premier étage, c'est l'étage basique. On dit c'est les besoins premiers, vitaux, manger, dormir, boire et même se reproduire, parce qu'on a un programme qui permet la pérennité de l'espèce et la survie individuelle. Mais on voit bien quand on a ce genre de vie, c'est vraiment des vies précaires. On est dans l'immédiateté, quoi. On navigue à vue. C'est malheureusement ce que les gens qui vivent dans la rue, les SDF, vivent comme sorte d'existence, ou même certains pays où vraiment il y a des difficultés. Chaque jour subit sa peine. On essaye de survivre. Après, il y a un deuxième étage, c'est la sécurité et la protection, quoi. Et puis, il y a un étage, c'est l'amour et l'appartenance à un groupe. Et puis, il y a des étages supérieurs. Les 3 premiers étages sont les besoins physiques. Puis, il y a des besoins qui sont plus spirituels, osons le mot, tels que l'estime de soi et la réalisation de soi. Et une société, quand elle atteint son âge d'or ou qu'elle a atteint un développement humaniste, elle doit amener les individus à pouvoir se réaliser eux-mêmes et avoir de l'estime de soi. Et ce qu'on voit dans notre société, c'est que les gens n'ont pas une bonne estime de soi, ni la possibilité pour la majorité de se réaliser. Et en ce sens, la société devient nocive. Et les peuples traditionnels, ils envisagent la société comme une succession d'équilibres qui s'expriment simultanément, l'équilibre de soi à soi, l'équilibre de soi aux autres, l'équilibre de soi à la nature et au cosmos, et même un autre équilibre qui est l'équilibre de soi avec le monde invisible. Alors, pour que les choses soient bien claires, c'est que chaque étage, évidemment, comporte une dimension invisible, mais pour que l'exposé soit plus clair, j'ai détaché le monde invisible. Alors nous, on a tendance à décliner les équilibres de soi à soi, de soi aux autres, de soi à la nature, au cosmos, jusqu'à l'équilibre de soi avec le monde invisible. Mais les peuples traditionnels ne le voient pas du tout comme ça. Le plus important, c'est l'équilibre de soi avec le monde invisible. Et puis les autres en découlent, l'équilibre de soi avec la nature et le cosmos, de soi avec les autres et de soi à soi. Vous voyez, ils ont inversé l'importance des équilibres. Et donc nous, on a tendance à dire, si je suis bien avec moi-même, je serai mieux avec les autres, et puis je vais mieux relationner avec la société, peut-être que j'aurai une conscience écologique. Et puis le dernier étage, le monde invisible, ça c'est ésotérique, où c'est réservé à des scientifiques comme les astronomes, et comme disait Jean Rostand, les seuls poètes rémunérés par l'État. Bon, on est loin d'avoir des poètes dans les disciplines médicales, on a plutôt des prosateurs. Alors, ça m'a amené à réfléchir. La première chose, c'est que dans une société, on est obligé d'avoir ce que les Allemands appellent un Gemeinschaftsgefühl, un sens communautaire. Et comme on est dans une société pyramidale, il y a un premier postulat, c'est est-ce que je fais confiance à mon gouvernement ou pas? Alors, faire confiance à son gouvernement, c'est faire confiance à son intelligence, à son savoir-faire, à son éthique, à sa déontologie, à sa morale. Évidemment, quand on ne fait plus confiance, ça change beaucoup de choses. Alors, effectivement, en fonction de ce postulat, on voit bien que je me suis amusé à classifier les gens. Alors, évidemment, on pourrait avoir d'autres classifications ou sous-classifications, mais j'en ai retenu 4 principales. Il y a la première classification, c'est le gouvernement, il fait ce qu'il peut. Alors, il peut peu. Et donc, on pourrait critiquer en disant, mais s'il fait ce qu'il peut, ça veut dire qu'on a des incompétents. À l'époque où nous sommes, on devrait avoir des conseillers, des réseaux qui
viennent pallier l'incompétence du gouvernement. S'il fait ce qu'il peut, ça veut dire qu'il n'a pas la structure mentale pour faire face à la situation. Et donc, dans le monde des animaux, généralement, l'animal dominant, s'il est plus capable de faire face à la situation, il est remplacé. Il y a un autre animal qui vient, parce qu'un loup dominant, c'est lui qui guide la meute. Ensuite, il y a ceux qui considèrent que tout simplement ce que nous vivons, il ne faut pas aller chercher midi à 14 heures, c'est tout simplement la faillite des élites. Alors, la faillite des élites, ça veut dire qu'on irait dans toutes les directions. Et je me suis amusé à regarder comment les gens les plus rigoureux, les mathématiciens, définissaient, on va dire, le hasard, l'aléatoire, qui devrait être le lot des gens qui sont soumis à une faillite de leurs compétences. Eh bien, on s'aperçoit que ce qui signe un message, on va dire, aléatoire, c'est le manque de répétitivité. Donc, on voit bien qu'il y a une répétitivité, on va toujours dans la direction qu'il ne faut pas prendre. Donc ça, c'est intéressant. Alors, un autre raisonnement qu'on peut tenir, quand vous jouez au 4-21, donc un dé à 6 faces, donc vous avez une chance sur 6 d'avoir le 4, une chance sur 6 d'avoir le 2, et une chance sur 6 d'avoir le 1. S'il y a un ordre, parce que pour gagner, il faut avoir un dé, le premier qui fasse 4, puis 2, puis 1, en tous les cas, vous voyez que ce n'est pas du tout additionnel, c'est une chance sur 6 multipliée par une chance sur 6 multipliée par une chance sur 6, ça fait une chance sur 216. Alors, ça veut dire qu'il y a une probabilité qui est nécessaire pour que la deuxième puisse se réaliser, et les deux réalisés, il y a aussi une contrainte pour que la troisième se réalise. Donc, on comprend que c'est moins fréquent. Et puis, si effectivement on ne tient pas compte de l'ordre, c'est une chance sur 18. Bah, il me semble que, compte tenu de toutes les étapes qu'on a passées, ce n'est pas du tout aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se déroule. Alors, face à ça, bah, soit les gens, ça leur fait peur et ils sont soumis à une sorte de vertige, donc envisager que le gouvernement sur qui ils ont fait une projection paternaliste serait pas un bon gouvernement, comme un bon père de famille ou un bon papa, ça leur fait peur, donc ils se réfugient dans ce que leur cerveau leur donne comme sens. Parce que le pire pour un cerveau, c'est quand il n'y a pas de sens. Donc, ils vont s'accrocher au fait qu'ils sont incompétents. Il y en a même qui vont dire, tu ferais quoi à sa place? On n'est pas à sa place, je veux dire. On n'a pas fait ce vœu. Donc, voilà, c'est changer le problème et dire, mais toi, qu'est-ce que tu ferais? Si on posait la question à un certain nombre de gens, ils ont des idées, ils feraient beaucoup mieux. Après, il y a ceux qui considèrent qu'il y a véritablement une orientation, comme s'il y avait un plan, et on les appelle les complotistes. Alors, on a envisagé la philosophie Barbuck. Ben, c'est des gens qui, dans la vie, ont considéré qu'il ne fallait pas se casser la tête. On les a persuadés qu'ils ne pourraient pas comprendre, donc ils sont simples. Donc, quand vous êtes confronté à ce genre d'individu, vous passez pour un horrible intellectuel, quelqu'un qui passe son temps à essayer de réfléchir, qui ne vit pas, comme s'il y avait une compétition entre vivre et penser. On peut bien vivre et bien penser. Et donc, effectivement, ça nous amène à envisager une autre forme de pensée, qui est la pensée complexe. Alors, la pensée complexe en France a été surtout développée et introduite par Edgar Morin. Ce qui est intéressant, Edgar Morin, au départ, il fait des études d'histoire, de géographie, de droit, et puis il a une curiosité sans fin et il devient un être pluridisciplinaire. Il n'a pas de thèse, mais c'est pas grave, son œuvre vaut largement toutes les thèses qu'il aurait pu soutenir. Et donc, animé par une curiosité, il a essayé de comprendre ce qu'était la pensée complexe. Complexe, ça vient du latin complexus, c'est un enchevêtrement de relations. C'est un monde où les choses sont en interaction. Alors ça, c'est très important parce que il m'est arrivé d'aller chez certains peuples traditionnels, de vivre avec eux, et notamment les peuples de la Sierra Nevada Santa Marta. Et donc, la première fois que j'ai rencontré les Arhuacos, ils voulaient savoir si j'avais une pensée des peuples de la Sierra Nevada, et pour eux, quelqu'un qui est capable d'établir des liens, on lui donne un fil de coton blanc. C'est-à-dire, il fait partie des leurs par la pensée. Si on vous donne un fil de coton noir, c'est plutôt mal barré. Oui. Alors, généralement, vous avez une question, et je me souviens d'un autre peuple, les Yamanawa, qui vivent dans la région d'Acre, dans le nord-ouest du Brésil, où il y a la forêt amazonienne. Pour rentrer chez eux et aller plus loin dans l'échange, ils m'avaient demandé comment vous pouvez qualifier votre culture en un mot. Et j'ai répondu désordre.
Et donc, les portes se sont ouvertes. Donc, voilà. Et les peuples de la Sierra Nevada définissent la Terre comme un immense métier à tisser sur lequel le soleil dépose sa toile de vie. C'est joli, mais ça exprime bien le métier à tisser. Il n'y a pas un point qui soit relié aux autres. Alors, la pensée complexe, c'est le besoin de relier ce qui est disjoint, séparé, fragmenté, morcelé, territorialisé, détaillé, vous voyez, classé, trié. Et donc, on a, au cours de notre parcours, c'est comme ça qu'on devient des ignorants diplômés. Moi, je dis que j'ai été plusieurs fois diplômé de l'ignorance. C'est qu'on ne nous apprend pas à relier les choses. Et ces peuples ont une capacité de reliance parce que pour eux, la vie n'est que le lien. Et quand on réfléchit, la vie ne réside pas dans les molécules, mais plutôt dans les interactions qu'elles sont capables d'établir entre elles. Vous voyez, s'il n'y a plus d'interaction, c'est la mort. Vous voyez, et c'est pareil, les propriétés physiques d'un matériau ne tiennent pas dans les atomes ou les molécules, mais plutôt dans les interactions que les atomes et les molécules établissent entre eux. Et c'est la même chose, une humanité, s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'humanité. Que serait une humanité avec des hommes et des femmes en distanciation sociale? Donc, ce qu'on voit, c'est que le secret de la vie, c'est le lien entre les choses. C'est l'entre les choses qui est plus important que les choses en eux-mêmes. Alors, c'est intéressant parce que finalement, nous, on est une société qui se glorifie d'avoir développé la science et la technique, mais on n'est que dans le morcellement, la territorialisation, alors qu'eux, ils sont encore dans le lien. Et donc, ils rejoignent la pensée complexe d'Edgar Morin, et curieusement, leur philosophie est une philosophie, au sens où nous l'entendons, élaborée. Alors, la pensée complexe repose sur 6 principes. Le premier principe, c'est le principe organisationnel ou systémique, c'est-à-dire que le tout vaut plus que la somme des parties. Donc, quand vous avez 3 éléments, c'est pas 3 éléments, mais c'est 3 éléments qui interagissent entre eux. Et si on simplifie, si on a 2 éléments, c'est pas un élément A et un élément B, c'est 3 éléments, puisque le troisième tiers, c'est l'interaction entre A et B. Alors, vous voyez, ça permet c'est la pensée écologique. On pourrait dire 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 3. C'est pas une erreur arithmétique élémentaire, mais c'est vraiment la mise en place d'une pensée complexe. Ensuite, je pense que tous nos auditeurs savent ce que c'est qu'un hologramme. Hein. C'est une construction immatérielle avec des lasers à 3 dimensions. Et une des caractéristiques, il y en a 2, de l'hologramme, c'est que il peut y avoir un même motif qui se déploie. Mais surtout, si on prend un tout petit élément de l'hologramme, il contient la totalité de l'information. C'est-à-dire, avec un tout petit élément, on peut reconstituer l'hologramme de départ. Et ce deuxième principe, Edgar Morin l'appelle le principe hologrammatique. C'est-à-dire que le tout est dans chacune des parties. Mais c'est un peu ce qui se passe. Hein. On a en nous à la fois un individu, la société et même l'espèce. Vous voyez ? Et on ne se rend pas compte que les 3 interagissent sans qu'on s'en rende compte. Alors ensuite, le troisième principe, c'est le principe dit des boucles rétroactives. Ça, c'est la base de la médecine. Hein. Si A agit sur B, B doit pouvoir agir sur A. Donc, votre corps, il est à 37 degrés. Si jamais la température monte, vous allez exprimer des mécanismes qui vont abaisser la température. Donc, vous allez transpirer. Votre système circulatoire va se mettre en vasoconstriction pour éviter la perte en vasodilatation, pardon, pour accélérer la perte de chaleur. Et si c'est l'inverse, la température de votre corps chute à 36 ou à 35, vous allez frissonner, contraction musculaire, et rentrer en vasoconstriction pour, au contraire, limiter la perte de chaleur. Et c'est pareil pour nos hormones, etc. Dès qu'une hormone a une concentration trop élevée, elle va rétroagir sur les glandes et donner l'ordre aux glandes de moins produire l'hormone qui a dépassé une concentration. Alors ça, c'est intéressant parce que le principe de boucle rétroactive, ça veut dire que c'est comme un thermostat, on peut réagir. Et c'est exactement ce qu'on voit. La société actuellement vit une rupture d'homéostasie. Donc le peuple est en train en quelque sorte, de mettre en place une homéostasie. L'homéostasie, c'est la base de la vie, quoi. C'est la fixité du milieu intérieur. C'est Claude Bernard qui l'a découvert. Et la société, si on fait ce parallélisme, elle est en train de mettre en avant une homéostasie. Alors, il y a ceux qui voudraient revenir à la norme, puis il y a ceux qui disent non, il ne faut plus revenir à la norme. C'est ceux qu'on appelle les complotistes. Ils sont pour un nouvel ordre.
Et c'est intéressant parce que, vous voyez, de même dans la pensée complexe, l'ordre peut entraîner le désordre, mais le désordre recrée de l'ordre. Une étoile, quand elle meurt, évidemment, elle explose et des éléments qui ont été dispersés du fait de l'explosion, eh bien, on va reconstituer une nouvelle étoile. C'est ce qu'on disait autrefois, le roi est mort, vive le roi. Donc, on appelle ce principe le principe cosmophysique. Ensuite, il y a un quatrième principe, c'est le principe dit de principe de boucle récursive. Eh ben, chaque être vivant est à la fois producteur et produit par son système de reproduction. De même, les individus dans la société produisent cette société en interagissant, et la société, en tant que tout émergent, produit l'humanité de ces individus en leur fournissant le langage et l'humanité, d'une certaine façon, leur humanité. Alors après, il y a un cinquième principe qui est le principe dit dialogique. Alors ça rejoint le Tao, hein, on peut dire qu'il y a toujours du désordre dans l'ordre. La science est claire, mais elle aveugle aussi. Que la raison peut devenir déraison. Que l'un contient toujours le multiple. Et puis, c'est ce que disait l'écrivain Walter Benjamin, la société contient en germe une barbarie, on le voit bien. C'est-à-dire que la société la plus sophistiquée contient en elle les germes d'une barbarie. Et enfin, le dernier principe, il faut réintroduire le connaissant dans la connaissance. Alors ça devient intéressant parce que quand on emploie des méthodes, alors ça va servir à nos auditeurs, ethnologiques, un ethnologue, il arrive avec sa culture, sa langue maternelle, et il est plongé dans des cultures bien éloignées de sa culture maternelle. Alors on dit qu'il faut, pour comprendre cette culture, mener un double regard non simultané. C'est-à-dire qu'il faut regarder le fait ethnologique en mettant de côté la psychologie, et ensuite mettre en avant la psychologie en mettant cette fois-ci le fait ethnologique. Et quand l'anthropologue qui a fait cet exercice qu'on appelle l'ethnopsychiatrie complémentariste, eh ben, il arrive à témoigner de ce qu'il a vu. Quand on regarde ce que nous vivons, on devrait avoir un double regard à la fois économique et pandémique, et ne pas mélanger les deux. Parce que si on voit que la pandémie, on ne voit pas le plan qui est derrière, qui est d'augmenter la crise économique, puisque c'est clairement annoncé, le but, c'est un grand reset. Donc, on veut accélérer la fin du système, et pour accélérer la fin du système, rien de mieux que paralyser l'économie. Et pour paralyser l'économie, il faut bien un prétexte. Le prétexte, c'est la pandémie. Alors, Philippe, je voulais vous demander une chose, juste avant qu'on continue un petit peu plus loin. Pour vous, dans tout ce contexte-là, c'est quoi la médiocrité? Alors, pour moi, la médiocrité, c'est de ne pas chercher à comprendre, parce que tout individu digne de ce nom doit essayer de comprendre le milieu dans lequel il vit. C'est baisser les armes, et d'une certaine façon, c'est ce que disait l'écrivain Primo Levi, qui a connu les camps de concentration. Il était d'origine italienne, il a connu le Mussolini, etc. Et pareil pour des amis qui ont connu l'Allemagne nazie, j'avais des amis dont les parents avaient connu ça. Primo Levi disait qu'est-ce que c'est qu'un nazi? C'est tout simplement quelqu'un qui a perdu son principe de résistance. Donc moi je dirais le principe de résistance, c'est tout simplement ne pas gober comme tel ce qui nous est dit. Et on pourrait rêver à une autre forme de journalisme. Vous voyez, le journalisme à la papa, ça consiste à prendre un fait puis à décrire le fait, c'est factuel, point barre, sans vérifier les sources, etc. Maintenant, si on apprenait aux gens à dire il y a tel fait, ça va avoir telle conséquence sociétale, écologique, économique et géopolitique, là, vous permettez aux gens de rentrer dans la pensée complexe. Parce que la pensée complexe, ça permet une écologie de la conscience, une éco-conscience. Et multiplier les disciplines, ça permet de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Donc, ce que je dirais, il y a une espèce d'incompréhension de ce qui se passe. Il n'y a pas la volonté de comprendre, parce qu'il y aurait peut-être le risque de découvrir qu'on n'est pas traité au mieux. Et puis, il y a des gens qui ont décidé de se réfugier en disant « moi, je suis un individu simple ». Et donc, la philosophie barbecue, je fais ce qu'on me dit, etc. Donc déjà, ils sont dans une vie quasiment automatique. Hein. C'est les temps modernes de Charlie Chaplin. Est-ce que
on va dire, l'être humain a cette tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. Est-ce que le fait de se dire, bah moi, en parlant de la philosophie barbecue, moi j'adore l'ambiance barbecue, mais j'adore Oui, réfléchir aussi. Est-ce que justement, on n'a pas saucissonné aussi là-dedans, hein, si, bien on a sûr. entretenu ça? Bah, on a entretenu surtout un esprit de séparation et de division. C'est ça la pensée complexe. Donc, on peut très bien, pendant la pause, je rappelais une formule de Joe Dassin qui disait on peut aimer l'apéro et l'opéra. On a naturellement, l'être humain a tendance à mettre l'autre dans des cases, à se comparer à lui pour voir si il est supérieur à lui, inférieur, etc. Et donc, on paye un mode de pensée qui est un mode de pensée de morcellement, de division, de séparation, de territorialisation, où d'un côté, il y aurait les complotistes et ceux qui sont des gentils citoyens. D'un côté, il y aurait ceux qui aiment l'ambiance. Moi aussi, j'aime bien l'ambiance barbecue. J'aime bien l'ambiance avec des amis. J'aime bien la convivialité. J'aime bien rire. Mais ça n'empêche pas qu'on ne puisse pas réfléchir. Sinon, ça voudrait dire que il y aurait des typologies humaines, il y aurait des gens qui seraient faits pour réfléchir, d'autres qui seraient faits pour l'ambiance barbecue, etc. Alors, comme les gens, naturellement, n'ont pas été formés à cette pensée complexe, bah, ils ont du mal à comprendre le monde dans lequel ils sont. Si en plus, la personne qui a du mal à comprendre le monde dans lequel elle est diplômée, c'est difficile pour elle de remettre en cause le gouvernement, la société qui lui a permis d'avoir une position sociale. Et puis, il y a aussi inconsciemment le risque de perdre cette position si le système venait à s'écrouler. Vous voyez, donc, il y a plein de mécanismes, de ruses de la raison qui font que les gens, en fonction de leur position sociale, ce qu'on appelle en sociologie les habitus, qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à défendre, en fonction aussi du formatage auquel on les a soumis, parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, moi ce qui m'a frappé, c'est que des gens dits simples, je reprends la question, d'ailleurs ils le disent, eh bien ils arrivaient à faire des raisonnements que des copains qui ont 2 doctorats ne peuvent pas faire. Donc il y a un vrai problème, vous voyez, c'est-à-dire que la spécialisation à outrance ne permet pas d'avoir une compréhension de la société. Et ce qu'on vit, c'est très intéressant parce que tout est mêlé. Il y a la pandémie, il y a la politique, il y a l'environnement, il y a la géopolitique, il y a un projet d'avenir pour l'ensemble de l'humanité, il y a le sens communautaire. Tout est mélangé. On est dans une période de grand brassage. On remet tout à zéro. Vous voyez, c'est le... Et donc, quand on met tout à zéro, tout ce qu'on avait mis de côté, on craint de réémerger. Qu'est-ce que c'est qu'un sens communautaire? Pour voilà, une société, si elle n'a pas ce sens communautaire que les Allemands appellent le Gemeinschaftsgefühl, on ne peut pas faire grand-chose. Si on a rendu les gens égocentrés, il n'y a pas vraiment de prise de conscience parce que effectivement, le fait d'avoir une interaction entre les individus fait monter la conscience. Le fait de diminuer les interactions entre les individus fait diminuer la conscience. On revient au slogan des alchimistes, solve et coagula. Vous voyez, on dissout, puis après on coagule. Mais si vous avez dissous une société faite d'individus égocentrés ou individuels, vous avez beau les coaguler, il n'y aura pas de conscience. Il y a des propriétés émergentes du fait de l'interactivité. Ça, c'est le grand plan de l'univers. Si vous prenez, par exemple, un atome, il est fait d'électrons qui tournent autour d'un noyau qui contient des protons et des neutrons qui eux-mêmes contiennent des quarks. Alors, comment a fait la nature? À chaque fois qu'il y a interaction, il y a des propriétés émergentes. Les quarks, quand ils interagissent entre eux, ça donne protons et neutrons. Les protons et les neutrons, quand ils interagissent entre eux, ça donne un noyau atomique. Le noyau atomique, quand il capte des électrons, ça donne un atome. Et le premier atome créé du fait du Big Bang, l'hypothétique Big Bang, vous avez un atome d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène, quand ils interagissent entre eux, ça donne des nuages interstellaires. Puis les nuages interstellaires, quand ils sont comprimés, donc les atomes interagissent entre eux, ça donne des étoiles. Et puis des étoiles naissent des galaxies, des amas de galaxies, des planètes. Et puis des composants naît la vie. Vous voyez, à chaque fois que vous avez un degré d'organisation avec interaction, vous avez des propriétés émergentes. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que la distanciation sociale, c'est contraire à la vie. C'est-à-dire que si on enlève le lien entre les choses, c'est la mort de la chose en question qui est faite de différents éléments. Moi, je voulais vous demander si on pouvait faire une parenthèse par rapport à la médiocrité dans l'information. Parce que Ah ça, oui, c'est vraiment un sujet qui est lourd, je trouve, ah oui. vraiment, très pesant après une année. Euh,
qu'est-ce que vous pensez du… Alors, il y a deux choses, hein. Il y a l'information qui est donnée comme information, donc le téléjournal. Mais la première partie de ma question se situe par rapport au divertissement, parce qu'on a déjà parlé Mm. de la distraction au tout début de nos Mm. capsules, mais là, c'était plus le niveau, parce qu'on parle de la médiocrité. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. Est-ce qu'on peut s'habituer à la médiocrité? Par exemple, quand on a tout le temps eu la télévision depuis enfant sur la table, on sait qu'il y a des familles qui mangent devant la télévision. Est-ce qu'on peut s'habituer à la médiocrité? Est-ce qu'on peut faire un sevrage? Parce que quand je vois le niveau des divertissements à la télévision, alors je ne vais pas citer de nom, mais ça fait… Quand on n'a plus l'habitude de voir ça, moi, je trouve ça choquant. Et même, on va dire, un enfant plutôt jeune, très jeune, moins de 10 ans, s'il n'a pas eu l'habitude d'avoir la télévision, il ne comprend pas l'intérêt de ce genre de choses-là. Est-ce qu'on peut être addict à ça, à cette médiocrité? Oui, je pense qu'au bout d'un moment, ce qu'on voit en neurophysiologie, c'est qu'un cerveau, il peut augmenter son QI ou au contraire abaisser son QI en fonction de la stimulation. Après, bah, la télé, c'est le Prozac, c'est le Prozac de beaucoup de foyers, quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, dans un monde de bruit et de fureur, la télé vous propose des émissions bien feutrées, bien sans vraies questions. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la télé a vraiment abaissé le niveau des gens. Ça, c'est vrai. Ça ne veut pas dire que les gens sont bêtes, hein. Ça veut dire que dans un environnement éveillé, les gens deviennent plus éveillés. Dans un environnement abaissé, les gens deviennent plus médiocres. Ça, c'est clair. Donc, je pense que la télé joue là-dessus, c'est-à-dire ne pas se prendre la tête. C'est la prolongation de la philosophie barbecue. Dormez, on s'occupe de tout, tout va bien. C'est un moment passager. Voilà. Après, pour le niveau, on va dire, de l'information, pareil, puisque là aussi, on voit passer un certain nombre de téléjournaux. Moi, quand je vois ça, Philippe, je serais assez curieuse d'avoir aussi votre avis, parce que vous avez quand même justement ces plusieurs casquettes. Comment, quand on sait ce que vous savez sur la psychologie de masse, on analyse le niveau. Je fais référence d'ailleurs à maintenant ce passeport sanitaire, où j'ai vu une émission avec Monsieur Pujadas l'autre jour. Pascal me l'a flanqué comme ça à chaud, parce que ça l'amuse en fait. Ça l'amuse parce que comme il sait que je ne supporte pas, alors il me met ça sous le nez, puis il regarde comment je réagis. Et puis en fait, en 5 minutes, on vous explique, en fait, sous un mode de quiz, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et rien que ça, moi déjà, ça me met les poils en l'air, parce qu'on a l'impression d'être un dégénéré face à son écran, et puis avec quelqu'un qui nous parle. Alors effectivement, s'adresser au public comme un enfant en bas âge, ça fait référence aussi à ça. Mais le niveau des arguments, il est plus bas que terre. Est-ce que c'est ça aussi, se complaire dans la médiocrité? Est-ce que ça fait partie de cet univers-là? Je pense que se complaire dans la médiocrité, c'est ne pas vouloir aller au-delà de ce que les journaux mainstream nous donnent comme explication. Se complaire dans la médiocrité, c'est ne pas vouloir essayer de mieux comprendre ce que nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le trouble, hein. Vous voyez, le cerveau, quand il est devant quelque chose qu'il ne comprend pas, il faut qu'il trouve une explication. C'est plus difficile pour un cerveau de ne pas avoir d'explication que d'avoir une explication qui est souvent une ruse de la raison. C'est pour ça que les gens disent ils font ce qu'ils peuvent, ou c'est la faillite des élites. Puis vous avez aussi des gens, vous voyez, qui vont vous dire oui, mais qui on va mettre en place en France? Il n'y a personne qui a la relève. Donc finalement, Macron, il est encore mieux que les autres, même si qu'il est en faillite. Vous voyez, c'est des raisonnements. Mais derrière tout ça, il y a une grande angoisse d'arriver à la conclusion que bah non, c'est pas une faillite. Alors j'espère que tous ces gens-là sont bien payés, parce que c'est comme un casting, vous voyez. C'est comme ça qu'Édouard Bernays voyait la politique, un casting, vous voyez, un cinéaste, il dit bon bah voilà, il y aura un méchant, il y aura un gentil, il y aura un décor, voilà comment, il y aura un narratif, il y aura un scénario, il y aura des dialogues, et puis voilà, ils lisent. Je trouve qu'un journaliste digne de ce nom devrait refuser ce qu'on lui fait dire
Mhm. On a tous des raisons. Dostoïevski disait, l'embêtant dans ce monde, c'est que tout le monde a ses raisons, donc je ne vais pas jeter la pierre à quelqu'un qui veut travailler parce qu'il a une famille à faire vivre. Mais à bout d'un moment, c'est là où l'éthique et la déontologie interviennent, quoi. Et l'éthique, c'est l'esthétique de l'esprit. Et malheureusement, le journaliste ne sort pas grandi de ce qu'on voit. C'est le degré zéro, quoi. J'ai rarement vu autant. Ça touche au génie d'avoir autant peu de pertinence dans les analyses. Parce que, Et vous au bout voyez, d'un Philippe, moment, bah, je les voulais vous, gens. je voulais Oui, vous demander quel est le. Expliquez-moi ça avec peut-être. Est-ce que ça serait plus l'approche psychologique d'individuel, mais comment ça se fait que des personnes avant toute cette histoire de Covid étaient quasiment unanimes, et surtout en France, parce qu'il y a une belle panoplie aussi, de dire de toute façon les politiciens sont tous des menteurs. On voit, c'est presque devenu un label pour être président d'avoir derrière un casier judiciaire, hein, et puis oui, d'avoir, oui. on le voit. Bon, et puis ils sont tous des menteurs et puis toutes des magouilles. Et puis ces mêmes gens-là, après un an de crise et propagande Covid, eh bien on les entend dire ce que vous venez de dire. Comment on peut expliquer ça, qu'on arrive maintenant à dire oui, bah, ils font ce qu'ils peuvent, alors que ces mêmes personnes, certaines, disaient avant, étaient unanimes sur le fait que oui, bon, bah, la politique, c'est des magouilles forcément. Et puis maintenant, on les traite de complotistes et il y a toute cette ambiance qu'il n'y avait pas avant. Bah, je pense qu'il y a plusieurs raisons. On avait évoqué ça dans une émission. Il y a un besoin d'appartenance à un groupe. Donc le complotiste est vraiment pointé du doigt comme étant le vilain petit canard, quoi. Il est banni de la société. Donc ces gens-là ont une peur bleue d'être bannis de la société, donc ça leur fait peur. Ensuite, bah, ils n'ont pas d'explication. Donc plutôt que d'arriver à la conclusion que bah, il y a peut-être une magouille dans l'orientation de tout ce qui est mis en place politiquement, avec un but, c'est d'écrouler l'économie, bah, ils préfèrent croire à la faillite des élites parce que tout simplement, la faillite est réformable. On peut toujours se dire, inconsciemment, si on trouve quelqu'un de compétent, on pourra le remplacer et à nouveau, la compétence rentrera au gouvernement. Si on se rend compte que c'est pas une incompétence, mais c'est une volonté d'écrouler le pays, ça devient beaucoup plus difficile pour eux. Et donc, l'individu est en crise, en période de crise, on voit, il est en dissonance cognitive, il peut passer d'un discours à l'autre. Et on a vu aussi des gens qui ne croyaient pas à la corruption des hommes politiques avec toujours ce révélement, mais ils ne sont pas tous comme ça. Alors, comme je dis souvent, quand je vois un tableau, s'il est blanc à 99% et noir à 1%, je dis qu'il est blanc. Je ne vais pas m'accentuer sur le 1% de noir. Vous voyez ce que je veux dire? Je dirais il est blanc. Et à l'inverse, s'il est noir à 99% et il y a 1% de blanc, bon, ben ça, c'est une réponse qui marche toujours. Vous avez aussi les gens qui, pour s'en tirer, c'est une autre classification qu'on pourrait rajouter, c'est les gens qui vont ponctuer leur discours en vous regardant. Alors, ils n'ont aucun argument, c'est plus subtil que ça. Vous voyez, le plus subtil que ça coupe tout, quoi. C'est-à-dire, en gros, ils vont en surenchère et ils se mettent au-dessus de vous en disant, oui, ce que tu dis est simpliste, il y a beaucoup plus subtil que ça, mais ça t'échappe, donc voilà, moi je sais que c'est plus subtil que ça. Je crois qu'il y a vraiment une peur d'arriver à la conclusion que nous sommes dans une situation où on va tout droit vers une dictature. Et ça fait peur aux gens, et donc ils trouvent désespérément des raisons pour ne pas arriver à cette conclusion. On le voit quand on étudie une région où il y avait un dictateur, que le dictateur tombe, il faut 1 an à la population pour admettre effectivement on était en dictature. Avant, ils essaient de se défendre, vous voyez? Parce que être en dictature, c'est cautionner cette dictature. Si on dit, par exemple, on est en dictature, ça veut dire que la personne qui dit c'est la faillite des élites, elle cautionnerait une dictature. Et donc, elle serait responsable du destin de son pays, qui irait dans une direction de dictature. Donc, elle préfère dire c'est la faillite des élites. Parce qu'à ce moment-là, quand on dit c'est les élites qui sont en faillite, ben, ça veut dire que moi, je n'ai aucun rôle. Or, un pays est fait surtout de forces vives, c'est les citoyens. Voilà, on a complètement inversé la charge de la preuve, c'est-à-dire que les gouvernements devraient avoir peur de leur peuple et non pas les peuples de leur gouvernement. Et ils ont inversé la charge de la preuve. On paye des impôts et nos politiques sont nos employés.
Ah, vous appuyez là où ça fait mal, hein, Philippe, hein. Mais par contre, vous avez mis vous avez mis le doigt sur quelque chose que je trouve très intéressant et malheureusement rarement vraiment évoqué dans les contenus vidéo, qu'on peut voir sur les Mmh. médias libres. Eh bien, c'est le lien entre la médiocrité et la non prise de C'est responsabilité ça. de sa vie. Est-ce que vous pourriez développer ça, s'il vous plaît? Oui, la médiocrité d'un citoyen, c'est quand il considère que, il est d'aucun poids dans la vie de son pays. C'est se mettre en passivité totale. C'est je suis tout simplement là pour accompagner un mouvement que le gouvernement a impulsé. Mais moi, je n'ai aucun rôle à jouer et je refuse de jouer ce rôle. C'est la passivité. Vous voyez, si on fait le raisonnement, je suis maître de... si je suis... On peut se dire, voilà, je vais le présenter comme ça, je suis maître de chacune de mes pensées. Et c'est vrai. Si on n'est pas maître, ça veut dire qu'on est soumis à des croyances ou à un formatage. Mais on peut se dire, en supposant que je suis maître de chacune de mes pensées, si je suis maître de mes pensées, je suis libre. Si je jouis de ce pouvoir et de la liberté de mes pensées, ben je suis responsable de ma vie, de mon bonheur, de mon environnement et du monde. Et c'est ça, être optimiste d'une certaine façon. Être optimiste, c'est être responsable de son destin. Et c'est Alors, des gens certains qui pourraient veulent vous pas... dire que, oui, mais je fais l'avocat du diable, hein. Oui, mais là, dans ce contexte-là, si je mets pas mon masque, on va me flanquer une amende. Alors, est-ce que vous parlez de prendre ses responsabilités à long terme? Quelle est la différence entre prendre ses responsabilités à long terme et à court terme? Parce qu'on pourrait dire: «Oui, moi, je prends mes responsabilités, je me mets un masque et j'obéis à toute cette, nouvelle norme de vie médiocre». Parce qu'on a entre nous, Philippe, il y a plus rien. Non. C'est devenu, je sais même il Ben, y a ouais. même pas le mot, la vie des gens. Ben, il n'y a plus C'est rien. D'ailleurs, on voit bien certains États des États-Unis, dont le Texas a commencé à enlever les mesures sanitaires. La Russie, oui, il n'y a plus rien. Ben, à courte durée, voilà, j'ai envie de dire, est-ce qu'on... La liberté, si vous voulez, est-ce que ça vaut pas 135 euros? Évidemment, si en masse, les gens décident de plus mettre de masque, qu'est-ce que vous voulez que les forces de l'ordre fassent? Par contre, s'il y a très peu de gens qui mettent pas de masque, qui vont être verbalisés, ok, mais ça va servir d'exemple. Et donc, la question que je me pose, est-ce que ma vie, la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, vaut pas 135 euros? On est en train de brader sa vie pour 135 euros. Alors, la liberté, c'est quelque chose, les gens ont peur de la liberté. J'aime beaucoup dans les frères Karamazov, à un moment donné, Dostoïevski fait revenir le Christ. Et évidemment, la religion s'est organisée avec des inquisiteurs. Et à un moment donné, il y a une confrontation entre le grand inquisiteur et le Christ. Et l'inquisiteur provoque le Christ en lui disant, alors, ta religion, tu as vu ce qu'on en a fait? L'inverse de ce que tu as prôné. Mais tu as oublié une chose, les gens ne veulent pas être libres. Et ce qui a fait notre succès, c'est qu'on leur a mis des dogmes et on leur a enlevé leur liberté. Et ça a été le succès de notre mouvement. Les gens ont peur de la liberté parce que être libre, c'est être adulte et responsable. C'est prendre ses responsabilités. C'est ça que les gens ne veulent pas. Parce qu'on pourra toujours dire, ah ben j'ai peur des 135 euros. Bah oui, mais on pourrait faire le même raisonnement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait des gens qui avaient peur de protéger des juifs parce que c'était passible d'une condamnation. Donc, on allait laisser les gens mourir, vous voyez. Et on voit bien c'est marrant quand on regarde historiquement la mise en place du nazisme. Ils ont lutté contre les maladies pulmonaires. Nous, on a la pandémie, tuberculose, etc. Il y a un grand mouvement à ce niveau-là. Et puis après, on a commencé à mettre en place des interdits que les gens, sous prétexte d'avoir des amendes ou d'être arrêtés, n'ont pas arrêtés. Et puis ça n'a fait que commencer. C'est l'histoire qu'on raconte. Lorsqu'ils sont venus arrêter mon voisin parce qu'il était communiste, j'ai rien dit. Quand on a arrêté mon voisin du premier étage qui était homosexuel, j'ai rien dit. Et quand ils sont venus m'arrêter, personne n'a rien fait. C'est la vieille phrase «l'union fait la force». C'est vraiment une réflexion de fond parce que effectivement, c'est un indicateur.
Si les gens ils commencent à hésiter pour leur liberté, c'est quand même grave parce que finalement, c'est nous qui allons faire le monde de demain. Ou bien ça Oui. sera le grand reset, ou ça sera le grand réveil. Mais à un moment donné, il faudra bien miser. La vie, c'est aussi risque. Il faut risquer. Alors, j'ai pas répondu à une question, ça me revient. Moi, j'ai une loi, alors je la donne à nos auditeurs. Dans les médias mainstream, le degré de médiatisation est inversement proportionnel au degré de dérangeabilité. Quand vous voyez quelqu'un qui apparaît beaucoup, c'est qu'il n'est pas dérangeant. Parce que vous voyez, en termes de pensée complexe qui repose sur la systémie c'est la science des systèmes, tout est système. Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique et qui poursuit un but. Ou une unité organisée faite d'interrelations, d'éléments, d'interactions d'individus. Et en termes systémiques, on définit tout système vivant comme étant soumis à 4 autofonctions. L'auto-organisation, une cellule, elle n'a pas besoin d'un chef d'entreprise, elle s'auto-organise. L'autorégulation, nous, on a la police, on a les lois, enfin, ça s'auto-régule. Ce qu'on appelle l'homéostasie. Il y a l'autoconservation. La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. Et enfin, il y a l'autoreproduction. Donc, tous les médias, tout système cherche à s'auto-conserver. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, un complotiste ne pourra jamais rentrer dans un système qui veut s'auto-conserver. Et donc, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que les discours que vous voyez dans les milieux mainstream ne sont pas dérangeants pour l'autoconservation du système. Et donc, regardez qu'est-ce qui est dit sur les masques, etc., etc. Il y a des changements de stratégie, il y a plein de choses, c'est très intéressant. En fin de compte, c'est une méthodologie que chaque auditeur peut appliquer. Vous regardez un fait, mais vous essayez de voir les conséquences du fait. Soyez comme les peuples de la Sierra Nevada, Santa Marta, plus soucieux des liens entre les choses plus que des choses en elles-mêmes. Parce que ce journaliste médiocre, c'est un journaliste des faits qui ne sont pas commentés. Mais à la limite, c'est ce qui commence à se faire, c'est qu'on va les remplacer par des logiciels. On a déjà des logiciels qui commencent à écrire des articles très simples. Le président Biden s'est déplacé hier en Californie, et puis voilà, c'est très simple, on a les mêmes mots, il suffit simplement d'actualiser. Donc, il y a un réel danger de toutes les professions de disparaître. C'est-à-dire, les policiers risquent d'être remplacés par des robots, les médecins, on a déjà une discussion à ce niveau-là, vont être remplacés par des logiciels. Étant donné que dans la formation du médecin, c'est surtout la mémoire qui est prisée plus que la réflexion, il y a quand même des exceptions. Il y en a qui utilisent bien leur cerveau, mais voilà, ce qu'on ne vous demande pas au cours des études, ça c'est après les études, un ordinateur fait mieux que vous. Les journalistes vont être remplacés par des robots, les pharmaciens vont être remplacés par des robots. Donc finalement, on laisse une chose s'installer alors que la chose va se retourner contre ceux qui la laissent s'installer. C'est ça qui est intéressant. Oui. On voit bien qu'il y a une volonté d'avoir un contrôle absolu, un risque zéro de déviance. Donc, un médecin qui aurait une conscience et un médecin déviant, un pharmacien pourrait être déviant, un politicien pourrait être déviant. Donc, à la limite, on pourra avoir des politiciens virtuels. Hein. On commence déjà à discuter sérieusement du fait qu'il n'y aura plus de professeurs à l'université. Il suffira d'avoir, au moment de l'inscription, un désirata de l'étudiant, est-ce que vous voulez un homme aux tempes grises, jeune, voilà. Puis on va vous vendre la chose en disant que c'est mieux pour l'apprentissage, le lien fort qu'il peut y avoir. Et puis à la limite, on aura le même cours, mais avec des visages différents. Tout est possible. Et on voit bien que le but, c'est la distanciation. Et si on réfléchit, une société distanciée, c'est une société morte. Donc j'ai envie de dire aux gens, est-ce que vous voulez une société vivifiée, vivante, ou une société morte? Est-ce que ça vaut pas plus que 135 €? Oui, et surtout, Philippe, de nouveau, vous parlez justement de parce que ça, c'est aussi on fera après, parce qu'il y a déjà des gens qui me demandent et qui écrivent: «Ah mais qu'est-ce qui va se passer après les 10 épisodes?» hein? Il y a déjà beaucoup de panique, hein. On va plus voir Bien Philippe. sûr, Non, 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 non. il y aura la suite qu'on avait dit. Je répète que là, on avait besoin d'avoir une compréhension de nos autocensures, pour certains, de comprendre les autres. Pourquoi ils fonctionnent comme ça? C'est pas des méchants, ils sont victimes d'un système qui les a formatés. Et puis, il y a des ruses de la raison, il y a des peurs, il y a
à la limite, vous voyez, tout se résume à des émotions. La peur Oui. principale de l'homme, c'est la peur de mourir. Par contre, c'est vrai qu'il y a, tout un contenu qui sera, sûrement fait, sur le transhumanisme. Parce que quand vous Mmh. parlez des robots, c'est vrai qu'on revient toujours avec cette image du jeu d'échecs et quand on voit à quel point la relation entre le patient et son médecin a été abîmée, la Mmh. relation entre, les personnes qui donnent l'information, le 4e pouvoir historiquement, celui Mmh. qui fait justement un peu l'arbitre, est cassée. Les professeurs, bon, bah, les universitaires, ils sont à distance depuis combien de temps? Et puis maintenant, même les petits, hein, entre les enfants et le professeur, il y a plus de lien, en fait. On se demande Oui. à quoi ça rime, tout ça. Eh bien, effectivement, on peut aussi se dire: «Mais est-ce que c'est pas voulu?» On peut tout envisager à partir du moment où on n'a pas la preuve que c'est aussi aléatoire. Ça peut très bien ne pas l'être. Finalement, toutes ces relations sont cassées, comme vous le dites, très bien et justement, comme vous parliez de liens, je voulais vous poser une question et je rappelle aussi aux personnes qui regardent cette, vidéo que Philippe n'a jamais les questions à l'avance et c'est ça qui est sympa dans nos échanges, c'est que c'est vraiment, al volo, comme on dit en italien. Philippe, pourquoi, selon vous, avant donc quand je parle d'avant, c'est vraiment avant, avant, hein, donc Mmh. avant les écrans, avant tout ça. Pourquoi avant, quand un des nôtres, de notre espèce, un humain, se faisait agresser par un autre humain pour quelque chose qui touchait nos valeurs, on le défendait? Donc je donne un exemple. Vous êtes, dans le RER, sur le quai, vous voyez qu'une femme, par exemple, ne porte pas le masque, elle se fait, sauter dessus par 2 ou 3 Mmh. policiers. Pourquoi avant, on aurait tendance à penser que les gens seraient sortis pour la protéger et maintenant les gens filment, mais n'agissent pas? Pourquoi, à votre avis? Bah, il y a plusieurs raisons. La première, c'est on regarde le monde paysan, par exemple. Autrefois, il était dépendant des autres. Vous voyez, un paysan, il peut avoir une bonne ou une mauvaise récolte. Donc, on n'avait pas le sentiment de toute puissance que l'économie, après 45, a donné aux gens, quoi. Donc, vous voyez, par exemple, il y a un système en Afrique qui s'appelle les tontines. Si vous êtes pêcheur, bah, il y a des saisons où vous n'aurez peut-être pas beaucoup de poissons, mais si votre voisin fermier vous donne le blé, le riz, le manioc, etc., vous allez survivre. Et Mmh. puis peut-être que lui aussi, au gré des aléas des saisons, il aura des difficultés. Donc il y avait cette notion de complémentarité. Là, c'est à une longue dérive où les gens ont eu le sentiment d'être autonomes, individuels, et on est rentré dans ce que Guy Debord appelle la société de spectacle. Plutôt que de porter effectivement secours à une femme, on va filmer et montrer ce qui s'est passé. C'est comme si on est déjà dans un monde virtuel. Vous voyez, le but, c'est de déclencher le buzz. Mais la réaction première, c'est de porter secours. Moi, je suis d'accord avec la personne qui est en train d'être agressée parce qu'elle n'a pas son masque. Donc, c'est très, très curieux de voir que finalement, c'est indirect maintenant. Dès qu'une action doit se faire, elle doit presque passer par le net plutôt que d'être en direct. Donc, c'est assez curieux. Il y a une espèce de, comme au billard, plusieurs bandes, quoi. Et moi, j'ai vu dans un train, effectivement, je me suis levé pour reporter secours à la personne, mais une personne se faire agresser avec le service de sécurité de la SNCF, qui n'a aucune légitimité d'ailleurs, parce qu'elle avait son masque en dessous du nez, quoi. Mmh. Et on voit les gens ont peur, hein, je veux dire, il y a une peur, ils baissaient la tête, il y a vraiment une peur, il y a une peur de la police, de l'ordre, comme s'ils se sentaient en défaut, vous voyez. Ça me rappelle une anecdote. À une période, le laboratoire où je travaillais avait reçu des gens qui venaient des pays de l'Est. Et un jour, on reçoit un, un Hongrois et il roule. Et puis je le vois qu'il tient sa ceinture, puis il la met en avant comme ça. Alors, on était plusieurs, on lui dit, mais vous n'êtes pas obligé de tenir votre ceinture de sécurité. Il nous répond, c'est pour que le policier voit bien que je l'ai. Oui, vous imaginez? C'est-à-dire la terreur. Les gens ont vécu une terreur d'être... voilà, on n'est jamais en règle. Vous voyez ce que je veux Mmh. dire? C'est ça la peur, c'est de jamais être en règle. Et Mmh. on voit bien qu'il y a une espèce d'insécurité sociale.
Les gens ont peur de l'amende, ont peur des forces de l'ordre, ont peur d'être même attaqués s'ils portent secours. Donc, on n'est plus une société de liens. Et je pense que ça vient du fait qu'on a rendu les gens plus individuels. Quelqu'un me disait, en Algérie, il y avait toujours l'assiette du pauvre, puis quand l'assiette du pauvre a disparu, bah, les gens étaient beaucoup plus individuels, et ce qui se passait chez le voisin, bah, les concernait pas. Il n'y avait pas cette notion de coopérativité, de complémentarité. Vous voyez, dans un petit village, dans une société traditionnelle, chacun dépend des autres. On est complémentaires. Si à un moment donné, celui qui est spécialisé dans la chasse, bah, il peut pas chasser, bah, il faudra bien à un moment donné trouver des compléments. Mais si vous avez votre boulot et puis vous êtes complètement détaché de ce qui se passe chez votre voisin, bah, à la limite, vous devenez égoïste, hein. C'est ce qui se passe quand les gens vivent dans un immeuble, hein. Finalement, moi, je vis dans un immeuble et on se dit bonjour quand on est dans l'ascenseur. Mais je suis pas sûr que si à un moment donné, il y avait vraiment besoin d'aide, il viendrait, quoi. Chacun est chez soi. C'est déjà une forme de distanciation sociale. En fin de compte, la distanciation sociale existait, mais on le voit. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que les choses qui étaient présentes et invisibles, sauf pour certains esprits perspicaces, bah, ils sont devenus visibles. On avait une dictature invisible, elle est devenue visible. On avait une distanciation sociale invisible, elle est devenue visible. On avait un système qui allait vers son écroulement, c'était pressenti, mais ça devient criant et visible. Et tout ce qui était caché est dévoilé. C'est vraiment l'apocalypse. Bah alors du coup, ça nous permet d'aller sur la fin de cette capsule parce qu'on arrive bientôt à 1 heure. Et comme les gens qui ont l'habitude de regarder nos vidéos le savent, eh bien nous, on finit toujours sur quelque chose de positif. Mais là, du coup, c'est vrai que ça, quand même, c'est, on va dire, l'opportunité, pas du siècle, mais historique, de le voile tombe. Ben, c'est ça qui est intéressant. Oui. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est pas justement cette chance-là? Est-ce que, Philippe, vous avez quelque chose de positif à nous dire? Je sais que vous êtes possibiliste, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore compris ce que ça veut dire. Est-ce que justement, c'est pas là la chance qu'on a maintenant? C'est d'y voir clair dans tout ça, en tout cas de… Ben, je crois que c'est une chance extraordinaire, c'est-à-dire que Édouard Bernays insistait sur ce point, ce qu'on appelle le gouvernement invisible devait rester invisible. À partir du moment où on a rendu visible le gouvernement invisible, on ne peut plus faire de l'ingénierie sociale comme avant. Je crois que être possibiliste, ben, ça sera une série d'émissions sur le temps, c'est de comprendre que le futur précède le présent. Alors, je le dis un peu rapidement. Donc, le futur est potentiel, à nous d'actualiser non pas un seul potentiel, mais plein de potentiels. On a effectivement la possibilité d'avoir le grand reset avec ce que ça comporte, une dictature sanitaire, un système qui va devenir une dictature écologique, la suppression de la propriété, le revenu universel, etc., etc. Mais il y a d'autres potentialités qui sont là. Donc moi, je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis possibiliste. Francis Picabia disait « L'optimiste, c'est celui qui voit la nuit entourée de 2 jours. Le pessimiste, c'est celui qui voit le jour entouré de 2 nuits. » L'optimiste sait que le monde est corrompu. Le pessimiste le découvre chaque jour. Donc je trouve qu'on a l'épreuve de la vérité, que ça nous permet aussi de retrouver la souveraineté de nos pensées. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, parce que finalement, si on finit par être un clip de ce qu'on a entendu à la radio et que nous-mêmes on le redit, bah, on perd notre souveraineté, on perd notre liberté de penser. Or, si je suis libre de mes pensées, bah, je deviens un homme, j'allais dire, responsable, libéré et d'une certaine façon optimiste. Et c'est ça qui est intéressant dans cette, parce que comment être pessimiste dans cette situation? De toute façon, quoi qu'il se passe, on a accès à la vérité. Et donc, dans notre vie, il y a une quête, c'est d'être vrai. Et je trouve que cette période, elle est vraie. C'est d'ailleurs des gens se révèlent tels qu'ils sont. D'ailleurs, on voit la plus grande des noirceurs et puis la plus évidente des brillances et des comment dirais-je, vous avez des gens qui se révèlent héroïques. Hein.
C'est vraiment là, on est amené à chercher au fond de soi ce qu'on a. Et en ce sens, c'est un coaching social ou une psychanalyse sociétale, sauf on n'est pas obligé de payer le psychanalyste, qui est le gouvernement, et on n'est pas allongé sur un divan. Mais et je trouve ça passionnant, éprouvant certes, mais passionnant, parce que finalement, dans le développement personnel, quand on arrive à la conclusion qu'on n'est pas victime de quiconque, mais c'est nous qui dirigeons la voie qu'on a pris et qu'on est responsable, bah, déjà on est sur les chemins de la libération. Si on prend conscience que nos pensées, c'est elles qui nous ont amenés là où on est, et ben peut-être c'est la plus grande des libérations et la pire des prisons, c'est la prison de la pensée. Parce que c'est une autocensure qu'on ne voit pas. Et il ne faut pas oublier que le langage est une façon de s'adapter à l'environnement. Et Dobrogaïev, un Russe, disait que la manifestation linguistique fait partie des fonctions réflexes du cerveau. Alors, Korzybski disait le mot chien n'aboie pas. Le mot complétiste, c'est l'équivalent du mot chien. C'est comme si vous aviez lancé un Doberman dans la société et vous dites complotiste. Voilà, on a l'impression que le mot va mordre tout le monde. Non, je crois qu'en plus, c'est sain dans une société de ne pas avoir les gens qui pensent la même chose que vous. Ça fait partie de la pluralité d'expression. C'est ça aussi la pensée complexe. La pensée complexe, elle est faite de concurrence, de coopérativité, de confrontation, de complémentarité. C'est tout ça qui fait la richesse d'une pensée. Si tout le monde pense de la même façon, on est cloné. D'une certaine façon, vous voyez, il y a des gens qui sont pas pour le clonage, mais ils sont déjà clonés au niveau de leur pensée. Regardez, vous regardez des fois les hommes politiques, on a l'impression qu'ils sont clonés. Ils ont le même costume. C'est peut-être la cravate qui va changer, mais sinon, le label est le même. Donc, c'est vraiment retrouver sa souveraineté. Et en ce sens, c'est une période, comme toute thérapie, hein, c'est parfois douloureux. On n'aime pas le vivre, mais on aime l'avoir vécu. Et je pense que dans les années à venir, on aimera avoir vécu cette période intense. C'est comme une maladie, vous voyez, dans une maladie, les gens qui ont réussi à sortir de la maladie vous disent, c'est vrai que c'était difficile, mais je vivais intensément. Et donc, on vit intensément ce qui nous est proposé. Et puis surtout, c'est la première fois où historiquement, on peut choisir. C'est nous qui choisissons, si nous voulons le grand reset ou le grand réveil. Il n'y a personne d'autre. Hein. Et j'aime beaucoup cette notion de démocriste. La notion de démocriste, c'est qu'on n'attend pas un homme providentiel, un homme charismatique, un libérateur, mais c'est le peuple qui doit se libérer. Et c'est le peuple qui devient le Christ dans une vision judéo-chrétienne. C'est ça la notion de démocriste. Bien, alors ça, c'est tout un programme. Bon, Philippe, j'espère que cette capsule a permis à beaucoup de personnes d'aussi mettre des mots sur certaines choses qu'elles vivent. Il y a aussi beaucoup de familles et j'ai vraiment une grande pensée parce que c'est un petit peu notre quotidien. On reçoit tellement de messages et vous aussi, Philippe, de familles, de couples qui se déchirent. Il y en a qui ouvrent les yeux, d'autres pas. Et puis, c'est déjà pas simple la vie de famille tout le temps, mais là, ça a vraiment, là aussi, hein, ça a révélé. Je pense que ça n'a pas créé de problème, ça a effectivement révélé les manques de peut-être de liens dans les valeurs. Est-ce que vous pourriez, de façon toute simple, donner un conseil, on va dire plus en votre nom, personnellement, un conseil d'amis aux personnes qui tout d'un coup ont eu un déclic en écoutant cette capsule, en se disant: «Ben oui, je me rends compte que en fait, je m'autorisais peut-être pas à poser des questions. On a peut-être encouragé malgré moi, malgré, on va dire, les aléas de la vie, cette vie médiocre». Comment on fait pour se donner du courage et puis se dire: «Bah, en fait, non, moi, j'ai le droit à être prospère, j'ai le droit, en fait, à avoir une vie» On verra ça plus en détail dans les émissions à venir, comme ça je rassure nos auditeurs, mais je dirais tout simplement une chose que j'aurais dû préciser au départ. Quand on dit, on parle de médiocrité, c'est la médiocrité sociale, ça ne veut pas dire que l'individu, il est médiocre, mais son comportement social devient médiocre. Vous voyez, on a tous en nous un être de prose et un être de poésie.
Alors, le lettre de poésie s'exprime quand on est amoureux, lettre de poésie s'exprime quand on est face à un beau paysage. Et puis, lettre de prose, c'est celui qui râle contre son percepteur, c'est celui qui est énervé, etc. Énervé parce qu'il voit quelqu'un avec un masque. Si chacun devient un être de poésie, la société change de visage. Plutôt que de râler sur une situation, souriez. Ça ne veut pas dire que vous allez être complaisant. Essayez de vous entraîner, vous écoutez, prenez les journaux mainstream, non pas pour être gavé de leur information, mais pour voir ce que ça pourrait donner si on prend une information et on en voit les conséquences. Comme devenez des Arhuacos, des Kogi, ces peuples de la Sierra Nevada qui sont maîtres en l'art du lien. Et faites-vous un petit collier blanc autour du poignet. Vous voyez, ils m'en ont donné un que j'ai depuis 2 ans. Ils m'en donnent régulièrement. Et c'est la pensée circulaire. Devenez quelqu'un qui rentre dans une pensée complexe. J'allais pas dire comme la publicité parce que vous le voulez bien, mais vous avez le droit à une vie plus riche. Vous êtes des êtres de poésie. Vous n'êtes pas que des êtres de prose. Vous n'êtes pas fait pour être des esclaves. Vous pouvez reprendre votre destin en main. Vous pouvez sortir de cette noirceur qu'on nous a donnée, ce nuage noir qui est au-dessus de nous, parce qu'on nous a convaincus qu'on ne valait pas plus. Vous valez bien mieux que ça. Donc c'est là où effectivement, quand vous prenez conscience que vous êtes un être de poésie, que les 135 € d'amende, ça va vous faire sourire. C'est quoi 135 € d'amende par rapport aux milliers d'euros que vous allez perdre si on rentre dans le revenu universel? Oui, et puis c'est pas parce qu'on soit une amende qu'on la paye. Je rappelle qu'il y a maintenant des collectifs et qu'avant quoi que ce soit, il faut contester. Enfin là, ça sera plus sur les capsules juridiques. Voilà, moi je reste optimiste parce que c'est la seule attitude intelligente face à l'absurde. Et c'est l'unique action cohérente que le désespoir me souffle. Voilà. Je pense que, voilà, je sais que tout équilibre est fragile et transitoire, et que ce qu'on vit, ça sera transitoire. Une chose qu'on n'a pas abordée, c'est aussi ce que j'appelle le groupe des comme-avantistes. C'est-à-dire comme avant. On met le masque pour revenir comme avant, on se vaccine pour revenir comme avant, mais on ne reviendra jamais comme avant. On a passé un point de non-retour. Donc, les comme-avantistes pensent que parce qu'ils vont faire tout ce qu'on leur dit, ils reviendront comme avant. Ben non, ça ne servira à rien. D'ailleurs, regardez un peu l'exemple d'Israël. On les a vaccinés, on a fait une campagne, il y a eu des variants, ce qui était évident. Maintenant, il va falloir revacciner. Ils n'enlèvent pas le masque, ils sont toujours en distanciation sociale et en confinement potentiel. Donc, on voit bien que la vaccination n'a rien changé. C'est complètement absurde parce que d'un point de vue métaphorique, le virus, il peut que muter. C'est la force des micro-organismes et leur degré de mutabilité. Et nous, on voudrait s'accrocher à comme avant. Voilà, on va vacciner et puis on aura le virus. Ben non, ça ne marchera jamais. Le vivant, il refuse le statisme, il refuse le non-mouvement. La société avance, soyez vous aussi en dynamique évolutive et passez de lettres de prose à lettres de poésie. Merci Philippe pour cette fin délicieuse. Vive la poésie. Et les amis, écoutez, je vous encourage à partager cette vidéo. Je trouve qu'elle est très puissante et elle remet quand même les points sur les i sur beaucoup de choses. Posez-vous des questions, autorisez-vous aussi. J'ai envie de finir cette capsule par une question que j'aime beaucoup. Comment serait notre vie si nous n'avions pas peur? Merci Philippe. Merci Emma. Fort différente. On se retrouve à bientôt les amis. Partagez. Au revoir.